Salut, bienvenue à la 13e partie. Nous avons vu que le Paléocène débute par une explosion de la diversité des mammifères. Parmi les insectivores vivant en milieu boisé émergent les primates anciens, les adapiformes, les homoméiformes, ainsi que de nombreuses espèces asiatiques encore mal connues. Suite au réchauffement planétaire de l'Éocène, les forêts tropicales se sont répandues un peu partout sur la Terre, permettant aux primates de se répandre en se diversifiant par la même occasion. Mais peu de temps après l'apparition des premiers singes anciens, le refroidissement de la fin de l'Éocène fait disparaître les forêts et entasse les groupes de singes survivants en Afrique et dans les fins fonds du sud-est asiatique. Alors passons maintenant à l'Oligocène, qui dure de 34 millions à 23 millions d'années. En passant, le préfixe oligo veut dire peu nombreux. L'Oligocène est une des périodes les plus calmes du Cénozoïque. Aucune météorite ni aucune éruption volcanique ne viennent déranger l'évolution des espèces pendant près de 10 millions d'années, ce qui est une bonne chose pour les espèces vivant à cette époque, mais puisqu'il n'y a rien de mieux qu'une petite catastrophe pour former des fossiles, nous en savons conséquemment très peu sur ces espèces. En quelque sorte, nous connaissons les singes anthropoïdes du début et les grands singes de la fin de l'Oligocène sans trop savoir comment ils ont évolué entre les deux. Les primates s'étaient répandus en peuplant les forêts d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique et d'Asie, et pourtant, ils se sont presque tous éteints avant le début de l'Oligocène. À part quelques petites populations en Asie, tous les primates anciens, donc les homoméiformes et les adapiformes, sans oublier bien sûr les derniers plésiadapiformes et les autres survivants du groupe Arconta, donc tous les anciens primates, se retrouvent confinés en Afrique. En plus, le retour aux températures chaudes fait fondre les glaciers et fait monter le niveau de la mer en réduisant l'espace habitable. Tous ces arboricoles se retrouvent nez à nez avec les singes sur un petit territoire, et la plupart disparaissent en très peu de temps. Malgré l'isolement, malgré les extinctions et malgré le manque d'informations à leur sujet, le succès et la diversité des anthropoïdes permettent de qualifier l'Oligocène d'âge d'or des primates. À notre époque, les anthropoïdes sont des catarrhiniens. Ils sont divisés entre hominoïdes et cercopithèques. Donc, les hominoïdes sont tous les grands singes, c'est-à-dire les chimpanzés, les bonobos, les gorilles et les orang-outans. Les hominoïdes incluent aussi les gibbons et les hommes, alors que chez les cercopithèques, nous retrouvons tous les autres singes d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Au début de l'Oligocène, par contre, ces singes possèdent encore des traits archaïques pouvant encore évoluer dans une direction ou dans l'autre. Donc, la plupart des singes de cette époque ont l'air de pouvoir devenir soit des hominoïdes, soit des cercopithèques. Notre classification pour cette époque est donc nécessairement différente. Alors, pour les espèces vivant à l'Oligocène, on parle du genre Parapithecinae. C'est un genre qui est très diversifié et qui se répand partout en Afrique. Plusieurs paléontologues voient en eux d'excellents candidats pouvant engendrer les singes modernes, donc les catarrhiniens. Sauf qu'ils ont encore 3 prémolaires au lieu de 2. Et ils sont encore relativement petits comparés à leurs contemporains. Ils se seraient fait repousser vers l'Afrique de l'Ouest où leurs descendants connaîtront, peut-être, un destin inattendu vers 28 millions d'années. Ensuite, il y a les Propliopithecinae. Les plus anciens spécimens remontent à la fin de l'Éocène. Ils deviennent si diversifiés et si répandus en Afrique que leur groupe est parfois séparé en 2 ou 3 genres distincts. Malgré quelques traits moins modernes que leurs contemporains, ils n'ont déjà plus que 2 prémolaires et sont quand même dans la course pour faire partie de nos ancêtres. Certains disent qu'ils auraient repoussé leurs compétiteurs Parapithecinae vers l'ouest. Le genre Egyptopithecus, dont l'allure ressemble aux singes modernes, comprend des spécimens pouvant atteindre 6 à 8 kg. Ce sont de bons candidats crédibles pour engendrer à la fois les cercopithèques, donc les singes à queue, et les hominoïdes. Selon les auteurs, le groupe Egyptopithecus inclut parfois les Oligopithecinae, c'est-à-dire un de nos meilleurs candidats pour engendrer les singes modernes. Leurs traits sont pratiquement les plus modernes de tous les anthropoïdes connus. Cela dit, ils pèsent moins de 1 kg et sont vraiment très petits pour l'époque. Puisque les traits de tous ces anthropoïdes anciens sont peu avancés et qu'ils sont très diversifiés et qu'aucun ne dépasse encore 10 kg, il est difficile de suivre l'évolution jusqu'aux grands singes. Certes, certains candidats sont meilleurs que d'autres pour engendrer notre lignée, mais n'oublions pas que leurs fossiles se résument encore trop souvent à quelques dents et que nous ne pouvons pas affirmer qui deviendra quoi avec certitude. Pour le moment, tout ce que nous pouvons conclure est qu'il s'agit bien d'anthropoïdes anciens et qu'ils sont tous en Afrique sans exception, quoique cela est sur le point de changer de manière inattendue. Petite parenthèse ici pour parler de l'origine des singes platyrrhiniens.
Alors rappelez-vous, il y a environ 63 millions d'années, au début du Cénozoïque, l'Amérique du Sud s'est détachée de l'Antarctique et dérive avec sa faune exclusivement composée de mammifères marsupiaux, sans aucun contact avec un autre continent. C'est-à-dire aucun contact jusqu'à ce qu'elle entre en collision avec l'Amérique du Nord il y a de cela 2,5 millions d'années. Donc de 63 millions d'années à 2,5 millions d'années, l'Amérique du Sud dérive en île-continent et est complètement isolée des autres continents. La seule exception à cet isolement arrive autour de 28 millions d'années, au beau milieu de sa dérive. Et c'est là que des singes anthropoïdes apparaissent subitement. Comment est-ce possible? Des extraterrestres? Une intervention divine? Le mystère est total. Mais nous avons quand même une piste. Insistons sur le fait qu'il n'y a aucun mammifère placentaire, ni aucune trace d'évolution menant vers les singes en Amérique du Sud avant cette apparition soudaine. C'est-à-dire qu'ils apparaissent spontanément de nulle part. Par contre, ces singes ressemblent étrangement aux parapétécinés que l'on retrouvait en Afrique 5 millions d'années plus tôt. L'Afrique et l'Amérique du Sud ne se sont pas touchés depuis des centaines de millions d'années. Or, selon certaines projections de déplacement des continents, la distance entre les deux pourrait être relativement courte au cours de l'Oligocène. Bon, que la distance soit moins grande à cette époque qu'aujourd'hui, oui, mais les deux continents ne se sont pas touchés. Et les singes ne savent pas nager ni construire de bateaux. Alors, comment auraient-ils pu traverser? Certains chercheurs ont élaboré une hypothèse voulant qu'une sorte de passage terrestre se soit formé entre l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud. Sauf qu'à cet endroit, l'océan Atlantique est beaucoup trop profond pour permettre un tel passage. De plus, il aurait fallu attendre que le chemin soit praticable pour des singes, c'est-à-dire parsemé d'arbres ou de buissons pouvant les nourrir. Cette hypothèse fut rapidement abandonnée. Encore aujourd'hui, les fleuves africains emportent des feuilles, des branches et d'autres débris qui s'accumulent progressivement aux embouchures des océans. Il arrive ensuite que des accumulations considérables se détachent lors des crues violentes. Alors, est-ce possible qu'un radeau végétal, comme ceux qui se forment encore naturellement aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, ait pu traverser une telle distance avec quelques malheureux singes à bord? Si c'est le cas, ils ont été incroyablement chanceux. Alors, nous parlons ici d'un phénomène naturel, mais cet événement exceptionnel ne se produira qu'une seule fois. Il faut que le radeau ait été assez solide pour durer toute la traversée et qu'il ait été poussé par les courants marins, par les vents et marées pendant quelques jours seulement, et sans tempête. Tous les singes platyrrhiniens d'Amérique du Sud sont des descendants de cette poignée d'anthropoïdes naufragés. Ils ont conservé 36 dents, dont la troisième prémolaire. Ils vivent tous dans les arbres et ils ont tous une longue queue pouvant servir de cinquième membre lorsqu'ils se déplacent de branche en branche. On y retrouve aussi la seule espèce actuelle de singe simiforme nocturne. Aujourd'hui, il existe plus de 60 espèces de platyrrhiniens. Les autres naufragés placentaires qui arrivent en Amérique du Sud au même moment sont des petits rongeurs, c'est-à-dire que les singes n'étaient pas seuls à bord de leur radeau. Et ces rongeurs vont se répandre et se diversifier sans compétiteurs apparents. Parmi leurs descendants actuels, les capybaras sont aujourd'hui les plus gros rongeurs de la Terre. Aucun autre mammifère placentaire ne fera le trajet vers l'Amérique du Sud. Si d'autres animaux ont réussi à traverser à cette époque, ils n'ont laissé aucune descendance. Par la suite, l'Amérique du Sud continuera sa dérive jusqu'à ce qu'elle se rattache à l'Amérique du Nord vers 2,5 millions d'années. Pendant ce temps, les singes platyrrhiniens vont continuer à évoluer en vase clos en éliminant peu à peu leurs compétiteurs marsupiaux. Alors revenons maintenant en Afrique et parlons de l'émergence des hominoïdes. Si les premiers singes anthropoïdes du début de l'Oligocène possèdent encore des traits archaïques, les singes de la fin de l'Oligocène, eux, sont bel et bien des singes modernes, c'est-à-dire des cathariniens. Les cathariniens sont des singes à 32 dents apparus quelque part en Afrique au cours de l'Oligocène. Les cathariniens forment deux grands groupes distincts, les cercopithèques et les hominoïdes. Aujourd'hui, ce sont les cercopithèques, donc les singes à queue, qui sont les plus diversifiés et les plus abondants, tandis qu'à la fin de l'Oligocène, ces derniers restaient dans l'ombre des hominoïdes. Donc à l'Oligocène, ce sont les hominoïdes qui dominent toutes les niches écologiques de jour. L'apparition des cathariniens annonce le déclin et la disparition de tous les primates anciens à 36 dents, à l'exception bien sûr de ceux d'Amérique du Sud. Donc tous les primates anciens doivent apprendre à vivre de nuit ou disparaître.
Juste avant la fin de l'Oligocène, vers 25 millions d'années, les grandes lignées de singes sont déjà établies et l'incroyable diversité des hominoïdes en débutant le Miocène laisse croire que l'Oligocène n'était pas l'âge d'or des singes en général. Il fut plus particulièrement celui des hominoïdes, donc ceux qui vont engendrer les grands singes, les gibbons et l'homme. Ce sont eux qui règnent. Nous retrouvons enfin la trace des singes, pour la reperdre à nouveau, puisque la Terre entière se réchauffe et les forêts reprennent de l'expansion. Après 15 millions d'années d'évolution exclusivement en Afrique, les singes hominoïdes pourront enfin quitter le continent à la conquête de l'Asie et de l'Europe. Malgré cela, le Miocène annonce leur déclin. Jusqu'au Miocène, les fossiles sont très anciens, très rares et très fragmentaires. Et malgré de nombreuses découvertes récentes, nous n'avons pas encore de vue détaillée de notre évolution. En s'approchant peu à peu de notre époque, les fossiles vont devenir plus abondants et plus complets, et la complexité de notre casse-tête de l'évolution augmentera peu à peu. Alors parlons maintenant du début du Miocène. Le Miocène dure de 23 millions à 5,3 millions d'années. Le réchauffement planétaire vers la fin de l'Oligocène et la température relativement chaude jusqu'à environ 16,5 millions d'années donnent un essor aux forêts tropicales et subtropicales du Miocène. En passant, le préfixe mio veut dire moyenne quantité. Les singes ne sont clairement pas les seuls à profiter du climat, car nous n'assistons plus à un simple âge d'or des primates, mais bien à un âge d'or de tous les mammifères. Leur diversité n'a d'équivalent ni avant ni après. Même les grands mammifères, comme les girafes, les éléphants, les hippopotames et ainsi de suite. Donc même les grands mammifères engendrent des espèces qui vivent dans des environnements totalement différents les uns des autres. Et rien de dramatique ne vient perturber leur évolution. L'absence des glaciers au pôle implique que le niveau de la mer était plus élevé qu'aujourd'hui, donc l'espace habitable était très réduit. Les saisons restent peu prononcées et le climat varie peu entre le chaud et le froid ou entre le sec et l'humide. Bref, on dirait que l'Oligocène se poursuit. Plus les époques sont lointaines, plus les fossiles sont rares. D'un bout à l'autre, le Miocène couvre près de 80% du temps qui reste à couvrir entre son début et notre époque moderne. Et nous pourrons remarquer clairement l'augmentation du nombre et de la variété de fossiles parvenus jusqu'à nos jours. Les singes hominoïdes semblent particulièrement diversifiés en Afrique de l'Est, avec de nombreux genres contenant chacun plusieurs espèces. Ils contrôlent presque exclusivement l'accès aux fruits, pendant que les cercopithèques, donc les singes à queue, sont réduits à manger une nourriture végétale moins nourrissante. Aujourd'hui, les cercopithèques sont, de loin, les plus diversifiés, mais à cette époque, ils ne sont représentés que par deux genres. Les plaques tectoniques de l'Afrique et de l'Asie entrent en collision autour de 20 millions d'années, en faisant progressivement remonter le territoire du Proche-Orient, qui était jusqu'à-là submergé sous la mer Tétis. Environ 2 millions d'années plus tard, le passage devient praticable pour les animaux. L'échange de faune qui s'ensuit modifie la dynamique qui existait auparavant. En plus de s'adapter pour mieux se défendre ou pour être un meilleur prédateur, nous remarquons que la taille du cerveau de la plupart des mammifères augmente à cette époque. Quelques espèces foulent le sol africain pour la première fois. On parle de rhinocéros, de lapins, de girafes, de cochons, de ruminants, d'écureuils, de hamsters, etc., 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 alors que d'autres viennent enrichir des familles existantes, des reptiles, des serpents, des tortues, et ainsi de suite. Dans l'autre direction, quittant l'Afrique pour tenter leur chance en Asie, il y a des proboscidiens, les éléphants, les mastodontes et les dinotères, des damans et, bien sûr, des singes, à la fois des cercopithèques et des hominoïdes. Le réchauffement culmine vers 17 millions d'années, et c'est là que la diversité atteint son paroxysme. Puis, vers 16 millions d'années, le climat se met à se refroidir. Les glaces s'accumulent progressivement au pôle, réduisant les précipitations et entraînant le déclin de la flore tropicale et subtropicale partout dans le monde. Après quoi, de nombreuses espèces régressent. D'autres, moins fortunées, finissent par s'éteindre. Aujourd'hui, les forêts tropicales ont presque toutes disparu, à l'exception du bassin du Congo et les versants des montagnes en zone équatoriale. C'est le début de l'expansion des plaines et des prairies herbacées, mais surtout des savanes qui vont désormais avantager les ruminants. En passant, les herbes, donc les graminées, sont moins dépendantes des insectes pollinisateurs pour se reproduire. Alors, petite parenthèse ici pour parler du déclin des chevaux. Depuis le Paléocène, le climat chaud avait favorisé une végétation riche et nourrissante. Les ancêtres des chevaux et des rhinocéros ont largement dominé les niches végétariennes des milieux ouverts.
Et comme nos ancêtres hominoïdes, qui sont amateurs de fruits, les chevaux pouvaient se permettre d'être très sélectifs dans leur alimentation, ne consommant que les nouvelles pousses fraîches ou les bourgeons. Le climat plus frais entraîne nécessairement une végétation plus coriace, forçant les chevaux à parcourir de plus vastes distances pour satisfaire leur gros appétit. Il est toujours dangereux d'avancer des liens de cause à effet. Comme par exemple, les paléontologues ont déjà cru que le cheval s'est adapté à la course pour éviter les prédateurs. Or, si l'on place cette évolution dans le contexte du Miocène, la course du cheval semble davantage être une solution liée à la recherche de nourriture. En galopant du bout des doigts, il sautille de pâturage en pâturage en dépensant très peu d'énergie. Alors aujourd'hui, les chevaux marchent littéralement sur la pointe des pattes. Chaque patte, le sabot, n'est en fait qu'un seul doigt. Les autres doigts sont encore visibles, mais ils sont tout petits, près de la cheville. Les ruminants, comme les buffles, les antilopes, les cerfs, les chevreuils, les gazelles et ainsi de suite, donc les ruminants, qui étaient restés dans l'ombre des chevaux et des rhinocéros, vont bientôt avoir l'avantage, grâce à leurs multiples estomacs, qui découplent la nourriture venant d'être mangée de celle en cours de digestion. Grâce aussi à des bactéries qui vivent dans leurs estomacs et qui les aident à digérer les plantes coriaces, ils peuvent extraire un maximum de nutriments à partir d'une alimentation peu nourrissante. Certaines espèces pourront même vivre dans des latitudes nordiques en mangeant de l'herbe sèche en hiver. Les ruminants commencent alors à remplacer progressivement les populations de rhinocéros et d'équidés. Notons au passage que les kangourous, donc des marsupiaux d'Australie, et certains singes cercopithèques, les singes à queue, ont aussi développé un estomac à poche de microbes. En s'adaptant à une végétation plus coriace, les cercopithèques dépendent moins des fruits et vont pouvoir continuer à se répandre pendant que les hominoïdes, eux, déclinent dans des forêts tropicales de plus en plus réduites. Alors, parlons maintenant des hominoïdes anciens. Les cathariniens, donc les cercopithèques et les hominoïdes, sont des singes modernes à 32 dents. N'oublions pas qu'au début du Miocène, leurs origines communes sont encore récentes et que les différences entre ces deux groupes d'anthropoïdes sont très difficiles à identifier. Avant 18 millions d'années, aucun singe moderne n'est encore sorti d'Afrique. À cette époque, certaines espèces hominoïdes sont de petite taille, tandis que d'autres espèces atteignent déjà quelques dizaines de kilos, soit pratiquement la taille d'un chimpanzé. Leur diversité est un témoignage de leur succès. Alors pour commencer, la grande famille des Afropithecidae est presque assurément distincte de notre lignée. Parmi eux, on trouve les Camoyapithecus, qui sont de la taille d'un chimpanzé, mais avec des traits primitifs, comme par exemple leur museau allongé et leur petit cerveau. On retrouve aussi les Heliopithecus en Arabie, qui sont sans doute trop petits pour engendrer notre lignée. Et il y a aussi les Morotopithecus à l'allure plus moderne, mais malgré leur très avancée, ces derniers ne mèneraient pas aux grands singes. Donc, ils ne mèneraient pas aux hominoïdes modernes. Bon, les fossiles les plus abondants du Miocène sont, de loin, ceux de la famille des Proconsulidés. Conséquemment, nous les connaissons beaucoup mieux que les autres. Les premiers proconsuls apparaissent vers 17 millions d'années. Ils n'ont plus de queue et ressemblent tellement aux Égyptopithecus de l'Oligocène qu'ils pourraient bien être leurs descendants directs. On retrouve de larges proconsuls vivant en forêt tropicale et humide. Ensuite, il y a de petites espèces en forêt clairsemée ou le long des rivières. La plupart mangent des aliments tendres, comme des fruits et des bourgeons, et leur cerveau est considéré un peu petit pour leur époque, donc relativement équivalent à celui des gibbons actuels, qui sont les plus petits de tous les hominoïdes encore vivants aujourd'hui. Donc, dans l'ensemble, ces hominoïdes restent proches des cercopithèques. Alors, lesquels sont nos ancêtres? Malheureusement, il est encore trop tôt pour poser cette question. Cimolus, moins de 6 kg. Turcanapithecus, environ 20 kg. Micropithecus, le plus petit, moins de 3 kg. Limnopithecus legetette, Dendropithecus, Calepithecus, Otavipithecus, et etc. La liste est longue, et presque chaque genre possède tel ou tel trait qui pourrait mener au grand singe. La diversité des hominoïdes est époustouflante, même sans compter les espèces qui s'adaptent en sortant de l'Afrique. En fait, dès qu'ils sortent de l'Afrique, vers 16 millions d'années, le climat se refroidit et leur diversité tombe en flèche. La majorité des espèces vont s'éteindre progressivement, et lorsqu'apparaîtront les premiers hommes, vers 2 millions d'années, nos ancêtres seront parmi les derniers représentants des hominoïdes. Alors, parlons maintenant des hominoïdes qui quittent l'Afrique. Une des théories avancées pour expliquer le refroidissement serait un changement dans les courants marins, qui commencerait à ressembler un peu plus à nos courants actuels.
N'oublions pas que depuis le début du Miocène, l'Afrique referme peu à peu la mer Tétis, c'est-à-dire là où passaient les courants chauds. La mer Tétis deviendra la mer Méditerranée. Et l'Amérique du Sud s'approche de plus en plus de l'Amérique du Nord, en isolant l'océan Atlantique de l'océan Pacifique. À cette époque aussi, l'Inde pousse sur l'Asie en créant les Himalayas, pendant que l'Afrique fait remonter le Proche-Orient en Asie et les Alpes en Europe. Les saisons deviennent plus prononcées. En s'approchant du pôle Nord, les hivers deviennent très froids, tandis qu'au pôle Sud, le glacier de l'Antarctique, que nous connaissons aujourd'hui, commence à prendre forme. Dans l'ensemble, les forêts tropicales remplies d'arbres laissent peu à peu la place aux savanes boisées, aux forêts claires, aux régions broussailleuses plus ou moins boisées. En Asie et en Europe, les forêts tropicales et subtropicales se réduisent à la partie sud de leur territoire. Les singes qui partent vivre au Proche-Orient, donc à mi-chemin entre l'Afrique et l'Asie, sont un peu plus petits que nos chimpanzés actuels et ils sont généralement rattachés à un groupe fourre-tout nommé Caniapithecidae. Leur alimentation n'est plus uniquement à base de fruits et de bourgeons, car nous savons que l'émail de leurs dents eut tendance à s'épaissir afin de résister à l'usure de leur nouvelle alimentation. Certains mangent désormais des graines, des tubercules, des racines et du feuillage coriace. Les Gryphopithecus sont parmi les premiers à sortir du Proche-Orient. Ils vont coloniser les forêts d'Europe en s'adaptant à une alimentation de noix et de fruits à peau plus épaisse. Puisqu'ils viennent du Proche-Orient et qu'ils sont parmi les premiers à sortir, ils ont beaucoup de ressemblances avec les Sivapithecus qui arrivent peu de temps après en Asie. À partir de 13 millions d'années, une nouvelle vague d'hominoïdes arrive en Asie et en Europe, pendant que l'Afrique semble se vider complètement. Que se passe-t-il en Afrique? Les singes ont-ils vraiment disparu? Ou peut-être ont-ils tous émigré? S'agit-il d'un vide à combler dans les fossiles? Qui sait? Mais le désert du Sahara en Afrique du Nord et le désert d'Arabie au Proche-Orient commencent à prendre de l'expansion et rendent le passage vers l'Asie plutôt difficile pour des amateurs de fruits. Mieux vaut être un bovidé qui se nourrit d'herbes ou un reptile pouvant vivre avec peu d'eau pour faire la traversée. L'Afrique, berceau des hominoïdes, est complètement abandonnée jusqu'à la toute fin du Miocène. À cause de ce vide africain, notre tableau de l'évolution des hominoïdes semble incomplet et nous ne pourrons pas nous prononcer hors de tout doute sur les origines des grands singes. Alors, parlons un peu des espèces européennes. Les Oreopithèques de Toscane, donc d'Italie, pèsent environ 15 kg et sont presque des hominoïdes modernes. Ils sont d'excellents grimpeurs et se suspendent aux branches. De plus, leur bassin évolue vers la bipédie. Étaient-ils déjà bipèdes? Pas encore, mais ils étaient capables de se tenir debout et devaient même marcher occasionnellement sur de courtes distances. Techniquement, ils pourraient engendrer les grands singes, si ce n'était de leur isolement. L'accumulation des glaces au pôle, vers 15 millions d'années, avait fait baisser le niveau de la mer Méditerranée au point d'ouvrir le passage entre la Tunisie et l'Italie. Mais le niveau de la mer remonte peu de temps après, coinçant les Oreopithèques sur une île. Ils sont vraisemblablement un cul-de-sac évolutif et ne laissent plus de traces à partir d'environ 5 millions d'années. Leur bipédie avancée ne serait qu'une adaptation parallèle, puisqu'ils sont relativement proches cousins de nos ancêtres et qu'ils évoluent dans un environnement similaire, donc en passant de plus en plus de temps au pied des arbres. Les Dryopithecus arrivent en Europe vers 14 millions d'années. Ils sont parmi les plus gros de leur époque, donc autour de 30 kg. Ils se déplacent à quatre pattes sur de courtes jambes et de longs bras, quoiqu'ils préfèrent encore passer leur temps suspendus aux branches et ne tentent pas du tout à évoluer vers la bipédie. Proches cousins des grands singes asiatiques, donc des orang-outans et des gibbons, ils gardent tout de même quelques traits primitifs. Leur longévité est à leur honneur. Les derniers s'éteignent vers 8 millions d'années. C'est-à-dire que les aires glaciaires commencent à sévir vers la fin du Miocène et les singes européens auront très peu de refuge. Le genre Uranopithecus apparaît dans les forêts ouvertes de Macédoine autour de 9 millions d'années. Malgré la tendance des autres hominoïdes de leur époque à réduire la taille de leurs canines, les mâles Uranopithèques ont de très longues canines. Alors en passant, la différence de taille entre les mâles et les femelles d'une même espèce est appelée dimorphisme sexuel, et elle joue un rôle dans la sélection d'un partenaire pour se reproduire. Au-delà de la taille physique, les canines, le poil et la force physique peuvent aussi entrer en ligne de compte selon les espèces. Donc les Uranopithèques semblent avoir l'alimentation la plus coriace des hominoïdes. C'est-à-dire qu'ils mangent aussi des racines et des tubercules. Et dans l'ensemble, leurs traits sont assez modernes pour engendrer les futurs hominiens, donc la lignée des hommes. En Asie, nous retrouvons des Sivapithèques en abondance. Ils ressemblent tellement aux futurs orang-outans,
donc la famille des Pongidés, qui sont soit leurs ancêtres directs, soit de très proches cousins. Ils évoluent dans le sud asiatique entre 12 et 7 millions d'années et les orang-outans apparaissent vers 5 millions d'années. Aucune de ces lignées ne mène vers la nôtre. Ensuite, les gibbons sont des hominoïdes modernes qui conservent quelques traits primitifs. Ils apparaissent dans les forêts tropicales asiatiques au cours de la seconde moitié du Miocène. Ils vont survivre jusqu'à nos jours en restant petits, donc environ 12 kg, et en se spécialisant en sauts acrobatiques. Comme nous, les gibbons actuels sont parmi les derniers représentants des hominoïdes, sauf que leur lignée ne mène clairement pas vers la lignée des hommes. D'autres espèces asiatiques parviennent à coexister avec les civapithèques et les gibbons, comme par exemple les Lufengpithecus et les Gigantopithecus, donc littéralement les singes gigantesques, quoiqu'ils sont encore très loin de King Kong. Pour le moment, absolument aucun fossile asiatique ne semble mener vers les hominiers, donc la lignée des hommes. N'oublions pas que le continent asiatique est énorme, de la Turquie jusqu'à la Chine, et n'oublions pas que les fouilles ne font que commencer. Donc nous pourrions encore avoir des surprises. Revenons maintenant au Proche-Orient, qui joue le rôle de carrefour entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Vers 10 millions d'années, nous connaissons au moins 3 espèces d'Ancarapithecus de Turquie ayant des fortes ressemblances avec les Civapithèques d'Inde, mais aussi avec les futurs Pongidés, les orang-outans, les Uranopithecus d'Europe et les futurs grands singes africains. La simple présence de ces Ancarapithecus complexifie notre tableau en nous rappelant que les singes du Miocène évoluaient assurément en mosaïque. Autrement dit, les espèces voisines pouvaient parfois se reproduire entre elles. Revenons maintenant en Afrique. Entre 14 et 8 millions d'années, il n'y a pratiquement pas de fossiles d'hominoïdes en Afrique. Comme si les conditions de leur incroyable succès au cours de l'Oligocène et du premier tiers du Miocène avaient subitement disparu. L'espèce africaine la plus intéressante est Samburupithecus, retrouvé au Kenya, qui daterait d'environ 9,5 millions d'années. Mais ils sont trop corpulents pour engendrer la famille des hominidés. Pourtant, ils pourraient engendrer les gorilles, puisqu'ils sont à peu près de la même taille et ont des dents similaires. Le problème, c'est que si les Samburupithecus sont vraiment les ancêtres des gorilles, la lignée des grands singes se serait alors séparée des autres hominoïdes au milieu du Miocène, et le consensus actuel place cette séparation plus tard, vers la fin du Miocène. Ajoutons ici qu'avec les nouvelles données génétiques, le débat autour de l'apparition des grands singes a redoublé de vigueur. Alors nous pouvons difficilement parler de consensus. En résumé, le refroidissement de la fin de l'Éocène avait confiné tous les primates amateurs de climat chaud sur le continent africain et aussi dans la pointe du sud-est asiatique. Se retrouvant en compétition directe avec les premiers singes hominoïdes, pratiquement tous les anciens archontats, plésiadapiformes et les primates s'éteignent sans laisser de descendance. Avant de devenir des hominoïdes modernes, nous avons vu qu'une poignée d'hominoïdes primitifs à queue, conservant leurs 36 dents, se sont mystérieusement retrouvés sur le continent sud-américain, pendant que leurs cousins africains, à l'allure plus moderne, vont se répandre et se diversifier en Asie et en Europe. Même si nous retrouvons leurs traces au début du Miocène, les ressemblances entre les espèces et le fait que nous ayons peu de fossiles nous empêchent de suivre la trace de nos ancêtres de trop près. Donc, malgré leur diversité et malgré l'évolution de certaines espèces vers une forme de bipédie, nous sommes forcés de croire que ces singes hominoïdes sont presque exclusivement des cul-de-sac évolutifs. Comment expliquer alors l'apparition soudaine en Afrique de nos ancêtres directs, c'est-à-dire de nos derniers ancêtres communs avec les grands singes africains?